Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans Triangle et Socle du Congo. Trisoko, c'est comme toutes les semaines avec messieurs Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Bonsoir et merci. Voilà, nous avons dernièrement parlé avec vous du développement de la RDC 60 ans après. Nous parlons de 60 ans de l'indépendance. Nous avons essayé de revenir sur l'aspect fiscal où nous avons ensemble évalué le civisme fiscal de notre population de 60 ans nos jours. Nous avons également parlé de l'agriculture qui, pour vous, le potentiel est là, mais malheureusement, nous avons encore du mal à atteindre les objectifs. L'objectif notamment de manger congolais et sans pour autant recourir à l'aide extérieure, à l'apport et à l'importation. Et aujourd'hui, on essaiera de parler de la spiritualité, les mentalités des Congolais, notamment 60 ans après. Où en sommes-nous? Mais revenons sur l'agriculture avec l'une des questions, des préoccupations, je dirais, de nos téléspectateurs qui voulaient savoir, tous les régimes qui sont passés en RDC ont toujours placé l'agriculture comme étant une priorité des priorités. Est-ce que ils voulaient savoir, est-ce que c'est parce que aussi le discours politique n'est pas suffisant, il fallait aller maintenant sur le plan pratique? Oui, merci beaucoup pour la parole. Si chaque dirigeant, toute personne qui a dirigé ce pays, a pensé à l'agriculture ou a fait de l'agriculture priorité des priorités, c'est tout à fait normal. Parce que d'une manière intellectuelle, ils comprennent le bien fondé de l'agriculture. Ils comprennent ça. Mais malheureusement, là où il est péché, c'est de ne pas découvrir la bonne stratégie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont constaté que nous avons besoin de l'agriculture. Parce qu'eux aussi mangeaient. Ils ne devaient pas manger ce qui venait nécessairement de l'extérieur. Ils devaient manger les produits locaux. Et ils savaient que la population doit manger. Et chaque fois que la population réclame, surtout au niveau des militaires qui ne font pas l'agriculture, eux, les policiers, ils ont leur boulot. Mais ils doivent être nourris. Par qui? Par l'employeur, qui est l'État. Maintenant, l'État qui doit nourrir les militaires, les policiers, il doit avoir cette nourriture-là. Donc c'était une préoccupation. Nous, quand on grandissait, les haricots qu'on appelait Madeswa Kaki, c'était le monopole des militaires. Et c'est parce que ce sont les militaires qui les cultivaient ou bien c'était importé uniquement pour les militaires? L'État s'arrangeait pour avoir la nourriture. Est-ce qu'il importait? Bon, on était enfants, on ne savait pas d'où ça venait. Mais au moins, on voyait que les militaires mangeaient. À leur faim, certainement. Alors, mais quand cette nourriture a baissé, dans les entreprises telles que la Gécamine, pourquoi la Gécamine a produit des paresseux sur le plan agricole? Parce que la Gécamine nourrissait, comme la Miba aussi, ils nourrissaient leurs travailleurs. Oui, mais de la farine notamment qui était importée, et même le poisson salé importé de la Zambie ou la Tanzanie. Tant mieux, mais au moins je voudrais donner le rôle, l'importance de la nourriture dans les pays dont la Gécamine nourrissait ses travailleurs, comme la Miba et plusieurs autres entreprises. Donc à la fin du mois, les parents n'ont pas à se tracasser ou avoir l'argent, disons, ou acheter les provisions. Ils étaient déjà, tout était là. Maintenant, mais l'homme n'a pas changé. L'homme est resté le même. L'homme de la Gécamine comme de la Miba, il avait la chair comme nous. Donc s'il mangeait, celui d'aujourd'hui doit aussi manger. Alors maintenant, les chefs et les dirigeants ont cette vocation. Ils ont ce besoin de satisfaire, de résoudre cette préoccupation. Mais ça bloque à quel niveau? La volonté politique, elle est peut-être exprimée. Agriculture, priorité des priorités. Mais maintenant, sur le terrain, on voulait bien voir les actions. Justement, ça bloque tout simplement au niveau de la stratégie, de la conception de la stratégie, de l'analyse, du diagnostic, de l'analyse et des solutions apportées. Raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le monde entier a évolué. Quand on parle de la maîtrise des risques, c'est un concept que les gens semblent négliger. C'est dans les banques où c'est pris très au sérieux.
les banques et les compagnies d'assurance. Là, c'est surtout les banques. Mais c'est un concept qui doit être démis partout, dans toutes les structures de la vie. Maintenant, quand le chef de l'État a besoin de relancer l'agriculture, mais il doit faire un plan, il doit se fixer des objectifs. Maintenant, quand il se fixe des objectifs, il ne suffit pas de dire agriculture, priorité des priorités. Ça, ce n'est pas un objectif. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Non, nous voulons voir une production mensuelle de 1000 tonnes de manioc, de 500 tonnes de ceci, ainsi de suite. Maintenant, quand vous avez fixé un tel objectif, vous entrez dans ce qu'on appelle l'analyse des risques. Quels sont nos atouts et qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre cet objectif? Les atouts, nous les avons, les terres. La terre peut être là. Potentiel brut. Oui, la main-d'œuvre peut être là. Mais maintenant, quels sont les autres risques? Est-ce qu'il y a un risque d'absence de terre? Non. Est-ce qu'il y a un risque d'absence de main-d'œuvre? Non. Est-ce qu'il y a un risque d'absence de fonds? Oui, là, les fonds d'investissement, ça c'est un sérieux problème. Voilà. Maintenant, quand vous voulez lancer un tel projet... Avant de parler de fonds, parlons aussi bien de projets existants. Est-ce que l'État congolais a des projets? Nous avons vu le service national avec Laurent Désiré Kabila qui est passé. Nous avons vu également le gouvernement de pas longtemps avec les projets comme Bukanga Lonzo. Dites-nous, c'est des vrais projets qui pourraient être peut-être étudiés d'une autre façon pour relancer. Mais justement, quand nous parlons maintenant de la maîtrise des risques, ça entre en jeu à ce moment-là. Parce que Bukanga Lonzo, les fonds ont été investis. Mais il y a eu échec. Pourquoi? S'il y a un événement qui était... Est-ce qu'il y a eu une catastrophe naturelle qui s'est abattue au Congo? Pour qu'on dise que non, Dieu nous a rendu un mauvais service, c'est lui qui a envoyé la foudre pour faire ceci ou cela. Mais il n'y a pas eu une catastrophe naturelle. Et ce n'était pas peut-être un problème de gestion? Mais justement, c'est dans les domaines de l'homme. Est-ce que les Congolais sont capables de gérer des projets? Non, non, non. Ça, ce n'est même pas parce que Bukanga Lonzo, il y avait des blancs là-bas. Mais il fallait maintenant bien analyser la situation. C'est-à-dire, ils ont négligé peut-être certains risques éventuels qu'ils avaient négligés. Maintenant, voilà la conséquence. C'est-à-dire, quand on échoue, on ne parvient pas à atteindre un objectif, c'est qu'il y a eu un événement aléatoire qui a empêché qu'on puisse atteindre l'objectif. Maintenant, cet événement-là... L'événement en question n'est pas lié à la gestion? Non, c'est ce qu'on appelle les risques. Cet événement, c'est ce qu'on appelle les risques. Maintenant, vous devez gérer ces risques-là. Non, mais il est lié à la gestion. Mais c'est dans l'analyse qu'on détermine tout ça. Ou bien ce n'était pas un projet aussi ambitieux qui était aussi réaliste? Parce qu'on entend également beaucoup de bruit autour de ça. C'est dans l'analyse qu'on tient compte de ça. Que nous avons l'argent, on a commencé à faire ceci. Mais est-ce que vous avez tenu compte de l'évacuation? Parce que vous pouvez bien produire, mais l'évacuation peut être problématique. C'est un risque qui peut faire échouer les projets. Bon, est-ce que vous avez des bons managers? L'argent peut être là, la terre est là, les engins sont là, mais on n'a pas un bon manager. C'est un risque aussi, le fait de ne pas avoir un bon manager. Est-ce que vous avez eu un bon manager? Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes politiques qui peuvent être soulevés par telle personne ou tel autre groupe social? Tout ça, ce sont des problèmes. Par exemple, pour dire à tel endroit, ils n'ont pas pris en compte les originaires pour faire ceci ou cela. Est-ce que vous avez pris en compte, parce qu'il y a aussi des petits sorciers qui viennent, qui rendent infertile une terre fertile, ou qui vous font causer des accidents inutiles. Mais est-ce que vous avez tenu compte de cette réalité-là, de la dimension, si c'est une dimension... Non, mais parce que nous parlons de Bukanga Lonzo, un projet initié par le pouvoir public, bon, co-géré peut-être avec les privés, ça il faudra encore bien vérifier. Est-ce qu'on peut dire que le malheur peut-être chez nous dans le projet, c'est le fait peut-être que le gouvernement ou bien l'État lui-même soit initiateur et parfois également gestionnaire? C'est peut-être ça aussi le malheur, ou bien les projets comme dans le domaine de l'agriculture, il faudra les confier à des vrais capitalistes aussi? Ça aussi, il faut en parler. Non. Quand vous allez avec cette logique-là, c'est-à-dire vous mettez la charrue devant le bœuf, et vous ne pouvez pas avoir une bonne analyse.
C'est-à-dire il faut être indépendant, objectif dans l'analyse. C'est-à-dire la vérité est unique. Les capitalistes, eux, au moins, sont objectifs. Tant mieux. Si c'est investissement égal à rendement et bénéfice. Hein? Mais c'est quand on gère les risques, c'est alors qu'on va faire des analyses. Ah, ici, il faut un capitaliste. Parce que si on met un autre monsieur, il risque de faire ça et ça. Mais le capitaliste fera ceci. Vous avez géré un risque. Maintenant, à partir de cette gestion des risques, vous faites une bonne proposition. Que monsieur le chef de l'État, ici, mettez un capitaliste. Parce qu'il y a des projets qui ont semblé évoluer dans d'autres domaines. Prenons les cas de la cité du fleuve, les maisons, la cité comme Oasis. Nous parlons de projets qui ont été peut-être initiés, mais pris en charge, ou sinon dans lesquels les privés aussi ont investi, et voilà, ça évolue bien. Mais c'est ce que nous disons. Et dans l'agriculture, ça ne pourrait pas aussi se passer de cette façon-là. Pour toute chose, pour tout projet, il faut intégrer la dimension risque. Ça, c'est évident. Peut-être dans les analyses antérieures, on ne le faisait pas. Mais maintenant, avec le développement de la science, c'est obligatoire d'intégrer la dimension risque. Parce que vous voulez atteindre un objectif. Maintenant, vous devez vous assurer que cet objectif sera atteint. Ça, maintenant, pour s'assurer, il faut écarter tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre l'objectif. Quand il y a, par exemple, on vous a promis 100 millions de dollars, mais on vous a avancé 50 millions. Calculez les risques, bon, il manque 50 millions. Quelles sont les assurances que nous avons que les 50 millions restants seront donnés dans le timing voulu? Parce que le fait d'avoir un retard dans le décaissement de 50 millions restants, ça peut aussi entraîner un problème. Donc, c'est ça l'analyse des risques. Donc, vous analysez tous les risques. Et maintenant, quand vous les analysez, là où il y a à minimiser, vous les minimisez. Ou sinon, parce que faire disparaître les risques, il n'y a pas de risque zéro. Alors, une autre question d'un téléspectateur qui voulait bien savoir, le gouvernement, notre pays, notamment l'État congolais, est-ce que a-t-il vraiment une bonne politique? Peut-il mettre en place une bonne politique agricole qui pourrait assurer alors, le développement de ce domaine? Parce que, bon, nous avons un code agricole, mais malheureusement, nous sommes encore à la traînée. Oui, la solution existe. Si cette solution pourrait exister en 2050, mais c'est une solution. Donc, s'il est dit que nous deviendrons forts en 2050, c'est une solution, mais on deviendra. Mais si on veut régler cette affaire au jour d'aujourd'hui ou dans une année, c'est du possible. Les idées existent. Mais comme je l'ai toujours dit, ceux qui ont des dents n'ont pas d'arachides. Donnez les arachides à ceux qui ont des dents, vous allez voir. Ceux qui ont des dents, ce sont les capitalistes? Non, ceux qui ont des dents, ce sont les gens qui ont des idées. Oui, ils peuvent être capitalistes. Donnez-les justement, c'est-à-dire confier ce travail à ceux qui ont les idées concrètes et pragmatiques. Les idées existent. Quand je parle que les idées existent, je sais ce que je dis. Donnez les idées, responsabiliser ces gens-là. Vous allez voir les miracles. On croira que c'est un miracle, alors ce sont des idées qui existaient déjà. Vous savez, la politique agricole ne devrait pas se limiter seulement dans des bureaux publics, mais on doit aller au-delà. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une politique agricole satisfaisante dans le pays, même depuis l'époque depuis que nous sommes devenus indépendants? Il n'y en a pas, malheureusement. C'est-à-dire on pose des actes sur le plan agricole. Ce sont des actes qui n'entrent pas dans une politique agricole. Ça n'entre pas dans une politique agricole. Et conséquence, on semble évoluer, mais comme si nous étions dans un panier à crabes, on descend toujours au bas. Donc, ça prouve qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il néglige. Et conséquence, mais quel résultat vous voulez avoir quand les risques qui sont là, peut-être vous les connaissez, vous refusez de les gérer, peut-être vous ne les connaissez pas, vous refusez de les connaître. Mais quel résultat vous va atteindre? Mais la RDC est aussi accompagnée par, je vois la Banque mondiale qui est dans les domaines de l'agriculture. Il y a beaucoup d'autres partenaires qui viennent en appui. Est-ce qu'on peut dire que si la politique proposée par le gouvernement n'a pas marché, les autres partenaires aussi n'ont pas aussi des idées qui pourraient persuader le gouvernement, parce qu'ils n'amènent pas seulement les idées, mais également les nouvelles techniques, mais au-delà de ça, des moyens même. Oui, c'est-à-dire... Bon, des moyens qu'ils appellent appui technique. Hein. Oui, oui. Il y a un aspect
que j'ai toujours condamné aux institutions de Bretton Woods, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire. Même quand nous allons dans des séminaires sur le plan international, où le Fonds monétaire est là, je soulève toujours cette question, que ce soit ici au pays ou en dehors. C'est que ces institutions-là se préoccupent des aspects macro. Quand ce sont les aspects macroéconomiques, macropolitiques, macro-ceci, mais pas des aspects micro. Non, mais ne demandez pas quand même aux institutions, aux partenaires de venir gérer même la base. Non, 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 non. Ah, mais oui, c'est non, ça. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça deviendra de l'ingérence. Voilà. Maintenant, conséquence, sur le plan macro, les paramètres macro, vous donnez des bonnes idées, tout en sachant que les paramètres micro vont avaler ces idées-là. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait de bon. Quand vous savez qu'en faisant ceci, de la dimension micro va avaler la dimension macro. Et que la situation qu'on voulait résoudre ne sera jamais résolue. Mais vous donnez l'argent. Ça signifie quoi? Que nous n'avons pas besoin de résultats. Mais vous pouvez en faire une conditionnalité. Que vous, avant, l'argent est là, voilà. Mais avant de faire ça, faites ceci ou cela. Mais si vous n'exigez pas ces dimensions micro, dont le pays en interne n'a pas encore atteint ce niveau, mais vous gaspillez l'argent. C'est ainsi qu'à un certain moment, le gouvernement allemand et les bailleurs de fonds allemands avaient bloqué leurs fonds. Parce qu'ils s'étaient rendus compte de quoi? Ils ont fait la part des choses. Le montant déversé par les ONG, par le gouvernement en RDC pour le développement de la RDC. Et les résultats sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Ils se sont dit, alors pourquoi nous donnons cet argent? Mais ils ont bloqué. Mais vous savez, ils ont aussi un sérieux problème, c'est le fait que l'argent qu'ils dépensent, en fait l'argent qu'ils donnent, une bonne partie sert également à la rémunération de leur mission, à l'exploration, par exemple, aux études, je dirais, mais aux différentes missions qu'ils effectuent pour les comptes des différents projets dans lesquels ils investissent dans notre pays. Mais juste, tout ça, ce sont les aspects. Vous voyez, quand on gère bien les risques, on démasque tout ça. C'est facile. Donc, quand vous gérez les risques, vous allez comprendre que nous aurons combien? 1 million de dollars. OK. Bon, on va affecter combien à ceci? On va affecter combien à cela? Ah non, il faut les études. Les études, mais combien? 300 000 études. Et puis les frais d'émission, 300 000 frais d'émission. Donc, on consomme déjà 600 000 sur 1 million. Maintenant, 400 000, on met sur le tapis. Mais quand on gère les risques, on peut déjà constater ça et dénoncer ou sinon changer de stratégie. Mais quand vous prenez 1 million à donner, peu importe les conséquences, mais ça c'est la naïveté. Mais quand on maîtrise bien les risques, quand on a la notion de maîtrise des risques, cette naïveté de vous chasser d'une façon lente, et ce que j'ai toujours appelé la révolution aromatisée. C'est-à-dire une révolution qui se fait en douceur, mais qui change fondamentalement le cours des choses. C'est comme la Révolution française. Il y a eu des morts d'hommes, beaucoup de morts d'hommes. On a décapité des gens. Mais ça s'est passé dans la violence. Mais pour que tu commences à utiliser ton appareil, le portable, combien de personnes sont décédées chez vous? Personne. Au contraire, les gens, du jour au lendemain, vous réveillez, il y a un appareil, maintenant il suffit de faire ceci. Vous essayez, c'est très bon. Mais ça a changé. Maintenant, on peut être en contact, même au village, partout. Alors qu'auparavant, pour annoncer simplement au village que quelqu'un est malade, quelqu'un doit quitter le village pour venir à Kinshasa, un hôtel est malade, faites ceci ou cela. Hôtel est mort, quelqu'un doit se déplacer, faire plus de 500 km pour donner juste la petite information. Mais maintenant, l'information, la personne est en train de mourir, à l'instant même on informe. Et on peut aussi facilement révolutionner notre domaine agricole. Mais justement, c'est-à-dire, maintenant, il suffit qu'on intègre une bonne politique agricole qui tienne compte de cette notion de maîtrise des risques. Ce n'est pas une notion seulement efficace au niveau des banques ou des compagnies d'assurance. C'est chez tout le monde. Dans tous les domaines de la vie, la notion de risque est exigée.
ou devrait être exigé. Mais nous avons un autre problème, c'est que depuis 60 ans, je ne sais pas si nous avons eu combien de banques agricoles dans notre pays. Oui, Des banques d'investissement, ça c'est aussi un vrai problème. Mais justement, parce que... Parce que maintenant, là, quand vous parlez de l'agriculture, on dirait que c'est seul l'État qui en est responsable. C'est vrai, il doit définir la politique. Mais l'agriculture, c'est un domaine dans lequel où tout le monde peut investir, comme nous avons ceux qui sont dans les mines, ceux qui sont dans les commerces, dans les différents autres domaines. Mais oui, c'est-à-dire la politique qui manque à l'État, ce n'est pas que l'État doit dire, bon, moi j'ai 1000 $, venez prendre, faites ceci ou cela. L'État a posé quand même beaucoup d'actes positifs en faveur de l'agriculture. Ils ont distribué des milliers de tracteurs à certaines personnalités. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Or, si la gestion des risques était bonne, ils allaient dire, commencez d'abord à travailler avec la houe. Quand je viendrai voir que vous avez terminé 5 hectares avec la houe, je viendrai vous donner un tracteur. Mais quelqu'un qui n'a même pas un terrain, vous lui donnez un tracteur. Mais première chose, il commence à chercher le terrain, il n'a pas l'argent pour acheter un terrain. Mais le tracteur va pourrir là-bas. Et c'est ce qu'on a connu. Donc ça prouve que la politique n'était pas bonne. On doit être sincère et puis avoir le courage de le reconnaître pour qu'on change. C'est-à-dire quand on dénonce ça, ce n'est pas pour critiquer bêtement, non, c'est pour changer. Quand j'insiste, introduisez la notion de la maîtrise des risques dans ce que vous faites. Vous verrez que les choses aussi vont changer. Ce samedi, je vais tenir une conférence au centre interdiocésain, à l'Institut des auditeurs internes. On va parler entre autres de la maîtrise des risques. Donc c'est pour dire que c'est un domaine très important. Je ne présente pas cette spécialité que nous avons d'auditeurs internes. Quand je viens, c'est en tant que chercheur, mais nous avons aussi cette qualité d'auditeur interne bien formé. Et quand on parle de la maîtrise des risques, nous savons ce que nous disons. Et personne ne peut me contredire sur ça. D'ailleurs, ça serait honteux qu'on vienne me contredire sur un domaine qui est universellement acceptable pour le moment. Ah d'accord, vraiment, merci beaucoup M. Bifoumanou. Et là, nous avons essayé un tout petit peu d'épuiser ce thème, mais nous ne l'avons pas du tout épuisé. Nous pourrions continuer au cours de nos prochaines émissions. Mais aujourd'hui, on voudrait bien parler de la spiritualité qui est un autre socle de notre émission. La spiritualité, et je voudrais aujourd'hui qu'on parle un peu de mentalité des Congolais, des 60 en nos jours. Comment est-ce que vous nous évaluez? Est-ce que avons-nous évolué également par rapport à notre façon d'apercevoir notre pays, de nous considérer dans nos frontières nationales, mais surtout bien notre image par rapport à l'extérieur? Est-ce que le Congolais a-t-il évolué également dans sa mentalité? Bon, il faut faire quand même un lien entre la mentalité et la spiritualité. Parce que quand la mentalité c'est pratiquement le reflet de la qualité de la spiritualité. Quand la spiritualité est très bonne, donc la mentalité doit aussi être très bonne. On ne peut pas voir une spiritualité très faible et puis une bonne mentalité. La spiritualité, il faut l'entendre par les liens, la relation entre l'homme et Dieu. Il faut partir de la métaphysique même du monde. Nous, hommes, nous avons été créés par qui? Qui nous a créés? Est-ce que c'est les hasards? Est-ce qu'il y a un être supérieur qui nous a créés? On peut parler du darwinisme qui a parlé de l'évolution des espèces. Sa théorie a un certain sens. Ce n'est pas que c'est une fausse théorie. A un certain sens parce que même la nature humaine a subi certaines évolutions. Nous étions soi-disant singes, et puis l'homme de Néandertal, jusqu'à ce que nous devenions ce que nous sommes. Et puis, qui dit que dans 2000 ans ou 10 000 ans, l'homme sera tel que nous sommes maintenant? Alors l'homme n'était pas ce que nous sommes aujourd'hui? Non. L'homme n'a jamais existé. C'est scientifiquement approuvé ou bien vous le dites parce que vous avez scientifiquement, bon, disons, moi, sur cette question, j'adhère à la thèse des hommes de science qui ont fourni des efforts pour réfléchir là-dessus. Non, mais pour ne chercher dites pas quand même que nous étions des cobayes avant de devenir ce que nous sommes. Non, pas des cobayes comme tels, mais nous avons franchi certaines étapes. C'est-à-dire l'homme, maintenant que nous sommes, nous n'avons pas vécu comme ça. On n'était pas
d'abord, l'homme n'a pas commencé avec la planète Terre. C'est-à-dire la planète Terre s'est formée d'abord, et puis avec le temps, les autres êtres vivants se sont développés jusqu'à ce que nous arrivions à la nature humaine qui s'est développée. Donc il y a eu des états, beaucoup d'époques. Quand les dinosaures existaient, l'homme n'existait pas. Et les dinosaures ont disparu de la Terre en quelle année? Il y a 65 millions d'années que les dinosaures ont disparu de la planète Terre. Et l'homme est sur Terre depuis? Mais en tout cas moins d'1 million. Disons, l'homme tel que nous sommes, comme c'est moins de 100 000. Moins de 100 000 ans. Avec notre forme maintenant, c'est moins de 100 000 ans. Donc ce sont des choses que les scientifiques ont prouvées. Bon, si entrent dans leur domaine, ils nous apprendront autre chose, bon, nous allons adhérer à cela. Ça, c'est le plan scientifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est une évidence, l'homme ne s'est pas créé lui-même. Il a été créé par un être, disons, il a été créé où il existe. Mais cette existence peut être le fait du hasard, ou la combinaison de carbone, des molécules, ainsi de suite, jusqu'à donner un être pensant, comme aussi ça peut être l'œuvre de quelqu'un qui a réfléchi et dire je dois créer l'homme. Alors maintenant, nous nous situons sur le plan biblique. On voulait bien parler, on voulait bien vous entendre, parce que vous savez, il y a des millions de Congolais qui sont chrétiens, qui voulaient bien comprendre. Maintenant, quand vous parlez de quelqu'un, est-ce que Dieu a une place quelque part justement, dans tout ce que vous racontez? Quand nous nous plaçons sur le plan biblique, ou des églises, c'est là où la croyance intervient. Parce que même les hommes de science, ils sont arrivés à un niveau où ils se sont dit, même s'il y a un hasard qui aurait créé l'homme, mais tel que le monde est régi par toutes ces précisions, parce que la planète Terre tourne 365 jours et quelques secondes chaque année, donc il y a quand même, avec une certaine régularité, il y a quand même un régulateur. Alors, c'est ce régulateur-là, quelle que soit l'appellation, disons, l'origine que vous allez donner à ce régulateur, c'est celui que nous appelons Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a créés. Par faiblesse intellectuelle ou par conviction, nous disons, bon, que je sois faible intellectuellement, parce que je ne comprends pas l'au-delà, ou par simple conviction, je ne veux pas réfléchir, je crois tout simplement sans réfléchir, mais au moins, il y a un dénominateur commun, c'est Dieu qui nous a créés. Je voudrais que vous disiez à nos téléspectateurs que vous êtes aussi chrétien, hein, comme ça ils pourraient vous situer après. Oui, moi je suis chrétien catholique, ça je le dis toujours. Mais ici, on parle en tant que chercheur. Donc pour que les gens comprennent la logique dans laquelle je ne voudrais pas aussi que les gens vous comprennent dans une autre logique. Oui, vous savez, nous sommes dans un monde où mais il y a des gens les gens pensaient déjà que non, écoutez, mutation. Voilà. Je ne voudrais peut-être pas qu'on glisse là-dedans, oui. Parce que vous parlez science, c'est une science qui n'est pas comprise par tout le monde. C'est ça. Essayez un peu d'être aussi rationnel dans ce que vous dites. C'est le point de départ. Donc, nous avons Dieu. Maintenant que nous sommes convaincus que c'est Dieu qui nous a créés, quand on va avec... Maintenant, nous allons avec cette conviction. On met de côté toutes les réflexions éventuelles. Mais, quelle que soit la réflexion, mais au centre, c'est Dieu qui nous a créés. Avec toute l'organisation impeccable qui existe dans le monde, on se dit, il y a un être supérieur plus intelligent que nous qui doit nous avoir créés. Maintenant, cet être-là qui nous a créés, qu'est-ce qu'il veut de nous? Comment devons-nous nous comporter sur Terre? Parce que maintenant, le lieu où il nous a mis, c'est la planète Terre. Et là, chacun recourt à sa religion. Maintenant, justement, d'abord Dieu lui-même. Parce que toutes les religions ont la même règle d'or. Toutes les grandes religions du monde. Aime ton prochain comme toi-même. Que vous alliez chez les musulmans, chez les confucianismes, tout partout. C'est cette règle d'or qui existe partout. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, du fait que cette règle d'or existe, les restes sont des conséquences. D'ailleurs, même Jésus lui-même dit, la plus grande loi, c'est l'amour. Le plus grand mot pour lui, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour de... Donc, tout ça, c'est l'amour. L'amour du pays. Tout ça, c'est l'amour. Alors maintenant, quand nous partons de cette réalité, que veut Dieu? Dieu dit, nous, on n'a jamais vu Dieu. Mais ceux qui étaient en contact avec Dieu nous ont dit que Dieu a dit ceci. Vous voulez bien vivre sur terre, faites ça et ça. Donc, à l'occurrence, vous parlez de ceux qui ont été en contact avec Dieu, vous faites allusion à qui? Nous qui sommes des chrétiens, nous disons
Parce que Jésus n'est pas... On ne peut pas dire que Jésus a créé le ciel et la terre. Nous disons Dieu a créé le ciel et la terre, Jésus est le Fils de Dieu. Donc, nous disons que Jésus est en contact avec ça, Dieu. c'est dans votre croyance catholique. C'est vrai que partout, ça ne peut être... Non, les musulmans n'auront pas le même discours. Non, moi je n'ai pas de la logique catholique. Mais nous pouvons aussi transcender. C'est-à-dire, nous considérons que Mahomet était en contact avec Dieu et Dieu lui a transmis des principes qui doivent régir le comportement des hommes. Comme nous aussi, Jésus nous a transmis les principes qui doivent régir le comportement de l'homme. Et partout, c'est la même chose. C'est-à-dire, chaque être qui était en contact avec Dieu, Dieu lui a transmis, à travers ces messieurs-là, ou à travers cette entité, comment les autres hommes doivent se comporter sur terre. Et nous, comme c'est la Bible que nous connaissons, donc les principes, ce sont les principes bibliques. Et c'est dans ces principes ou sinon, ces logiques-là que l'homme tire, c'est de là que se nourrissent les mentalités des humains, c'est ça? Justement, c'est-à-dire, vous voyez la démarche. Dieu nous a créés. Et Dieu nous transmet sa volonté. À travers qui? Pour nous, les chrétiens catholiques, nous disons la volonté que Dieu nous a transmise à travers Jésus. Pour les musulmans, ils diront la volonté que Dieu leur a transmise à travers Mahomet, ainsi de suite. Mais là n'est pas le problème. Quel que soit la volonté, le canal par lequel Dieu a transmis la volonté, au moins nous les hommes, nous avons un dénominateur commun, c'est ce que j'appelle la loi, la règle d'or. La loi sur l'amour du prochain. Ça, c'est une règle d'or partout. Maintenant, comme nous connaissons très peu les domaines islamiques, nous concentrons sur la chrétienté. Maintenant, nous les chrétiens, d'ailleurs au Congo, c'est plus de 90% chrétiens. Nous les chrétiens, qu'est-ce que Dieu veut? Le chrétien, c'est aussi un monde divers. Hein? Tant mieux. Mais le chrétien, c'est lui qui s'intéresse à la Bible d'abord. La Bible est claire. La Bible a tout dit. Et chaque dimanche, il y a des cultes. Toutes ces églises, tous ces pasteurs s'inspirent de la Bible pour s'adresser aux fidèles. Donc, la volonté de Dieu est bien exprimée dans la Bible. Et les pasteurs, les hommes de Dieu fournissent un effort pour nous rappeler, vous, attention, Dieu a dit ceci et tout. C'est ce qu'on nous répète chaque jour. Mais maintenant, posons-nous la question. Est-ce que nous avons atteint les résultats? 60 ans après, est-ce que notre mentalité se marie bien par rapport à ce qu'on nous dit? S'il y a un rapprochement intéressant, c'est-à-dire la population, la mentalité de la population est quand même craint Dieu sérieusement parce qu'il y a ceci, Kobanganzambe, comme le dit toujours, on se comporte en mettant la crainte de Dieu devant, là, la spiritualité aura réussi. C'est-à-dire la mentalité de la population aura réussi. C'est-à-dire la population a beaucoup écouté l'expression de la volonté de Dieu et la population s'est adaptée aussi, s'est accommodée. Voilà le mot approprié. On s'accommode. Vous avez, c'est comme on vous dit, laver les mains parce qu'il y a le corona. Ça, c'est le principe. Vous entendez ça, vous assimilez. Maintenant, l'accommodation, c'est que chaque fois quand vous voyez un seau d'eau, vous lavez les mains. Donc, vous êtes accommodé à ce principe-là. L'homme, c'est la même chose. Est-ce que le Congolais s'est-il accommodé ou s'accommode-t-il à la volonté de Dieu pour bien vivre sur terre? C'est-à-dire, le développement de la RDC dépend également de notre compréhension, selon la volonté de Dieu, de gérer le Congo. Mais bien sûr. Mais parce que la volonté de Dieu vous donne les bonnes manières. Comment il faut vivre là-bas? Comment il faut faire ceci ou cela? Non, mais là, il faudra également savoir si nos lois sont également... Mais voilà, j'arrive justement. Sont également adaptées à cette même volonté de Dieu. C'est ça la démarche. Dieu dit ceci, les pasteurs vous racontent ceci. Eh bien, maintenant, vous, les hommes, si nous, le peuple congolais, nous avons intériorisé ces principes-là pour nous accommoder, vivre selon ces principes, donc, nous devrions aussi adapter nos lois par rapport à ça. Ça, c'est un. Or, nos lois ne sont pas mauvaises. En tout cas, les lois de la République démocratique du Congo, moi, je suis juriste de formation, ce ne sont pas des mauvaises lois. Même si ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas mauvais non plus. Mais il y a la phase d'application.
Et là, dans l'application, c'est l'homme, intuit toute personne. Si un magistrat ne veut pas bien appliquer, c'est lui. Ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais c'est lui qui ne veut pas appliquer. Si un dirigeant veut gérer à sa manière, ce n'est pas la loi qui est mauvaise, mais c'est lui. Donc, c'est-à-dire l'individu congolais s'est-il accommodé au principe décrit par la Bible ou au principe que nous enseignent les pasteurs et les autres personnes? C'est ça la grande question. Maintenant, quand il faut faire cette évaluation, on dit que malheureusement non. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, donc, nos mentalités ont eu du mal à s'accommoder. On n'a pas atteint. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais justement, il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler. Et travailler, c'est quoi? Rappeler d'abord. Qui travaille, qui rappelle? Nous sommes dans le domaine de la spiritualité. Parce que là, nous avons... Non, mais nous parlons des lois. Les pasteurs ne savent pas interpréter les lois. Non. Mais je voudrais ici peut-être dire qui rappelle et qui suit les autres pour leur rappeler ce qu'ils doivent faire tous les jours pour faire avancer le pays. Ça, c'est aussi important à savoir. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, sinon pourquoi nous allons dans les églises depuis l'enfance? D'autant rester à la maison et puis attendre quand vous deviendrez ministre, aller à l'église. Ou commencer à inviter les pasteurs, venez chez moi à la maison, on mange, on boit et puis vous me parlez de l'évangile. Mais si on nous éduque depuis l'enfance, nos parents, vous allez à l'église. Moi, j'étais baptisé, je n'avais même pas encore 1 mois. Mais ce n'est pas moi qui m'étais baptisé. Ce sont les parents qui m'ont baptisé, qui m'ont fait baptiser. Bon, vous avez subi une transformation? Mais en grandissant, je n'ai pas changé de foi. Je suis resté. Donc c'est pour dire que quand j'ai compris maintenant les choses, non, ils ne m'ont pas mis sur une mauvaise voie. Donc je continue. Alors, et beaucoup de parents, dans plusieurs églises, il y a toujours le culte des enfants. Mais pourquoi on organise ce culte des enfants? C'est pour préparer justement. Et nous, on évalue 60 ans après. Mais quand vous parlez des églises, des cultes, c'est pas ce qui manque au Congo. Hein. Mais j'arrive. Mais je sais que je suis en train de vous dire. Maintenant, la parole a été distribuée. J'ai envie d'entendre, en fait, on dirait l'impression d'entendre que le développement viendra de l'église. Non, ce n'est pas ça qu'il faut. Mais maintenant, nous sommes en train de développer la dimension spirituelle. Maintenant, la dimension spirituelle, quel doit être son apport dans le développement? Je voudrais également savoir les acteurs. Mais c'est ça que je dois vous demander. D'abord, l'apport. Est-ce que les églises peuvent-elles intervenir dans le développement d'un pays? C'est ça la question de départ. De 60 jusqu'à présent, nous sommes sous-développés. Donc, l'église aussi a échoué. Quelle est sa mission pour laquelle elle a échoué? C'est de transformer l'homme congolais par ses sermons, en expliquant ce qu'elle doit expliquer. Mais c'est transformer l'homme congolais. Et l'Église, pourquoi? Maintenant, la question fondamentale. Le président Kabila a employé une phrase dans ce sens-là, qu'il n'a pas réussi, lui, à transformer l'homme congolais. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la responsabilité de l'Église, c'est d'abord une responsabilité que l'autorité publique nous voyons semble avoir endossée à son niveau aussi. Oui, lui était chef de l'État. Il doit dire ça parce que les travaux des églises, les travaux des politiciens, c'est lui le chef. C'est lui qui endosse toute la responsabilité du pays. Il doit dire ça. Que non, moi j'ai utilisé les églises. Est-ce qu'il a utilisé les églises pour l'aider à changer les mentalités? Ou comment a-t-il utilisé les églises? Point d'interrogation. L'échec pouvait aussi être là. Est-ce que les églises étaient aussi impliquées dans sa politique? Les églises ont l'obligation. C'est là où je voudrais arriver pour dire l'église ne doit pas être passive. Elle voit la misère de la population. Elle voit les incompétences de la population, mais l'église ferme les yeux. Non! C'est ainsi que je démontre la responsabilité de l'Église. D'ailleurs, hier sur Forum des médias, on a posé cette question. J'ai dit non. Qu'est-ce qui bloque le développement du pays? Nous tendons vers la fin, concluez déjà. Moi, j'ai parlé... Nous allons continuer peut-être dans la prochaine émission parce que c'est intéressant. Donc, la responsabilité des églises, c'est le fait que, par leur comportement, par leur façon de voir les choses, les églises ne sont pas parvenues à transformer le peuple congolais, disons, à aider l'État à transformer le peuple congolais. Parce que les églises, pourquoi les églises ne payent-elles pas les impôts?
est-ce que c'est l'État qui les oblige à ne pas payer les impôts? Mais c'est elles-mêmes qui ne payent pas. Comment les églises acceptent-elles des gens qui volent ou qui ont fait des dégâts gauche-droite, mais quand ils viennent avec les dons, ils sont les premiers à les applaudir. C'est comme si, quand vous venez avec les dons à l'église, que vous ayez volé ces dons, que vous venez avec l'essentiel que moi, pasteur, je puisse m'enrichir. Cette façon de voir... Les églises vous diront également ailleurs, c'est l'État qui construit les mosquées et autres. On ne pourrait pas aller loin, concluez quand même parce que... Justement, voilà des raisonnements négatifs qui font que jusqu'à présent, l'Église n'a pas encore réussi à faire accommoder ses propres fidèles à avoir un bon comportement. Et ses propres fidèles, c'est qui? Ce n'est pas simplement ceux qui prient, c'est tout le monde qui prie, même les chefs. Tout le monde va à la prière. Or, s'ils avaient bien formé ceux qui nous dirigent aujourd'hui, quand ils étaient enfants, mais ils ont grandi. S'ils avaient grandi dans cette crainte de Dieu, dans tout ça, on aurait, en fin de compte, des dirigeants bien ancrés et qui ont de bonnes lois, disons, qui doivent respecter de bonnes lois, qui doivent avoir ce courage, cette crainte de la loi, cette crainte de vouloir faire du mal au détriment de la population. Merci beaucoup, M. Bifumol. J'espère que nous allons y revenir prochainement pour approfondir. Ok. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous en parler, mais ce n'est pas fini. On y revient la semaine prochaine sur la même fréquence avec le même plaisir. Au revoir chez vous.